Zungeboostag, viel Glück. Zungeboostag, viel Glück. C'est Peleu, t'es de nouveau en train de faire un AVC? Mais laisse-moi tranquille, ce sont joyeux anniversaire. Ouais, enfin on est censé comprendre ce que tu dis quand tu chantes, hein. Puis c'est toujours l'anniversaire de personne, hein. Mais si, c'est l'anniversaire de Holzkern. C'est Peleu, c'est une marque, on souhaite pas son anniversaire à une entreprise. Mais je fais qu'est-ce que je veux. Quand c'est l'anniversaire à Sultan, le sien de ma Oma, à chaque fois je lui fais un gâteau. Juste maintenant, j'en fais un spécial sans trop de ting dedans, hein, parce que la dernière fois, il a après tout vomi sur la moquette, alors... Oui, bah n'empêche que les gens civilisés... Enfin, les gens non... Enfin, les autres gens que toi se souhaitent leur anniversaire mutuellement, mais ils le souhaitent pas aux choses, hein. Oui, bah je fais ce que je veux, hein, et quand le pommier qu'on a planté derrière la maison quand j'étais petit, il a eu 10 ans, je lui ai souhaité son anniversaire, et même qu'après, il était content. C'est Peleu, je veux pas avoir cette conversation. Oui, bah c'est toi qui as commencé, parce qu'en ce moment, Holzkern y fête leurs 10 ans. Alors ils ont décidé qu'ils allaient faire une montre spéciale, même que ça s'appelle la RAX, que je suis pas sûr, hein, mais que je crois que le nom ça veut dire qu'ils ont 10 ans ou un thing comme ça. Celle-là, ils ont mis de l'acier couleur rose à Kelt, mais traîné une feuille de laurier coloriée en bleu, et sur le bracelet, il y a encore du noyer. Overhortung, d'habitude les montres en bois c'est écrit qu'il faut pas les mettre dans l'eau. Bah oui, sinon le bois il gonfle, quel. Sauf que celle-là, il y a une résine dessus qui fait que le bois il peut quand même aller dans l'eau et que même que tu peux garder ta montre pour aller à la piscine. Et en plus, t'es automatisé ouvre que tu as jamais besoin de changer la pile parce qu'elle se recharge juste parce que tu la portes et que donc y a pas de pile dedans. Mais d'habitude, Holzkern ils achètent le dedans tes montres à tes marques qu'ils savent bien les faire et ils construisent le pisou tout autour. Mais pour celle-là, ils ont dit on a qu'à le faire ensemble. Et bah ils l'ont fait ensemble. Et si jamais tu aimes pas la couleur, elle existe aussi en vert, en acier et en zèbre. Et si tu as un émo gothique, elle est aussi en rouge et en noir. Alors Seth, c'est quand même un joli cadeau d'anniversaire, qu'elle. Tu me fatigues. Et bah ça tombe bien, parce qu'ils ont fait aussi une autre montre bizarre. Celle-là, ça s'appelle la Barista Tentation. Ça veut dire que le serveur, il a envie. Mais envie de quoi, je sais pas. Oui, bah fais pas d'hypothèse, va. Elle est faite en argent, mais de café traîne. L'œil, ça c'est du café qu'il est cuit plus ou moins fort pour que ça fait des couleurs différentes. C'est Peleu, on dit pas cuit, on dit torréfié. Aïe oh, et comment qu'on fait du torréfiage alors? La torréfaction, c'est Peleu, ça consiste à chauffer le café, si possible à la flamme. Oui, bah donc ça veut dire le cuire, hein. Non, parce qu'on n'ajoute pas d'eau. Ah, d'accord. Par contre, c'est Paul Mito et Astronoqué qui l'a dit qu'aujourd'hui on allait faire un barbecue. Alors tu oublies pas de l'allumer, qu'elle, sinon on pourra pas torréfier les merguez. C'est Peleu. Oui, bah c'est pas ma faute si c'est raison. Donc c'était en train de dire que cette montre elle est en café et que c'est une plante et qu'elle marche avec du quartz que c'est un caillou et qu'elle a un bracelet en cuir mais que les vases c'est pas des plantes qu'elle. Et en plus celle-là ils en ont fait que 1000. Donc normalement personne que tu croiseras il aura la même. Somor Hortung. La dernière fois quand tous pensaient qu'il a fait une réclame Holzkern, il a dit que... En utilisant mon tout nouveau code promo dont je suis extrêmement fier, Astronogeek sans le caca. Alors tous pensaient que tu posais le Peter. On va voir qui c'est que c'est le mieux. Donc aujourd'hui, je vous fais 2 codes. Tous Parsec et Astronogeek. Et dans un test absolument neutre et objectif, je vais laisser le choix aux gens de choisir celui qu'ils veulent pour avoir une réduction sur le site. Ensuite, je te montrerai à Holzkern lequel que les gens ils ont utilisé le plus. Et puis on verra bien qui c'est qui gagne. C'est Peleu. Et c'est Pistorto. Et il y a le barbecue, il va pas s'allumer tout seul pour la torréfaction des saucisses. Donc hop, tu oublies pas. Le lien il est dans la description. Et tu choisis le plus meilleur code, qu'elle. Hop là, la réclame elle est finie. Fus. Vous avez peut-être vu passer que Donald Trump veut faire déclassifier les dossiers du Pentagone relatifs aux ovnis. Qu'espérer que ce soit vrai ne veut pas dire être prêt à avaler des couleuvres. Et donc, j'aimerais bien qu'on soit visité par des extraterrestres. Mais bon, quand c'est Vénus, c'est Vénus. Et maintenant, je vais vous expliquer à quoi je pense qu'on va pouvoir s'attendre. Et en 2 mots, à rien. On aura probablement une avalanche de rapports, tous plus vides de substance les uns que les autres. Des caméras infrarouges qui ont vu un truc qu'on sait pas c'est quoi, on en aura peut-être des trousaines. Et vous savez quoi? C'est exactement ce qu'il faut. Si vous voulez que les gens creusent là-dedans et arrêtent de regarder là où Trump veut pas qu'ils regardent. Mais Dieu bénisse l'Amérique. Ça ne pourra servir de preuve ni pour prouver l'existence des extraterrestres, ni le contraire. On en sera au même point que maintenant. Et comme le suggère très bien ce conte, quand bien même il y aurait un truc à savoir, vous saurez rien du tout. Donc j'espère qu'on aura du tangible, du concret. Franchement, ça serait génial.
Et ça servira à rien de venir goguenard avec des « Astronogeek, t'as dit de la merde, hein ?» J'ai pas dit de la merde. Moi, je cherche juste les vrais ovnis. Et franchement, j'aimerais vraiment en avoir un pour changer. Bon. Je m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Il y a quelques jours, le 8 mai, le Pentagone a déclassifié des documents relatifs aux ovnis, comme Trump l'avait demandé, et pas du tout pour que les gens regardent ailleurs et ne s'intéressent pas à ces casseroles. Et la vérité, c'est que j'ai pas suivi ça de trop près, parce que bon, je m'attendais à rien, et donc je l'ai appris parce que le jour même, je vous ai diffusé la vidéo sur Robert Moriarty qui passe sous la Tour Eiffel en avion, et j'ai commencé à voir passer des commentaires totalement hors sujet, en rapport aux ovnis. Alors le UFO Lake et tes robes jaunes de tes vidéos, vas-y débunk. Alors le UFO Lake, ça doit vouloir dire leak, sauf que c'est pas un leak, hein. Leak, ça veut dire fuite en anglais, c'est pas une fuite, hein. Par contre les robes jaunes, puis c'est accordé au pluriel, hein, donc ça doit être le bon mot, hein. Enfin, moi ami, moi venir en paix. Ah bah oui, mais bon, à un moment, faudrait voir à pas oublier que je réponds sur le ton sur lequel on m'interpelle. Hein. Avec les gens respectueux, je suis respectueux. Si vous me trouvez condescendant, remontez à la source. Hein. Et donc, comme les commentaires que je reçois depuis quelques jours sont du niveau « Astronogeek, t'as l'air d'un con hein, maintenant hein !» Bah, je vois pas pourquoi je devrais répondre poliment à des gens qui, manifestement, ont pas pris assez de soufflante quand ils étaient petits. Donc aujourd'hui, on va aller les voir, ces ovnis du Pentagone. Et surtout, on va voir comment on lit une image thermique. Parce que manifestement, c'est ce que la plupart des gens ont du mal à faire. Lire une image thermique sans savoir comment ça marche, c'est comme essayer de lire les résultats de ta prise de sang si tu sais pas ce que ça veut dire hématocyte. Tu vas rien piger et tu vas juste imaginer des trucs. Donc aujourd'hui, on va faire un peu de lecture d'image et de théorie optique, comme ça la prochaine fois, vous verrez immédiatement quand une image thermique ne montre rien de fou. Alors commençons par le commencement et allons sur la page du Pentagone dédiée à ces fichiers. C'est sur war.gov.ufo. Ouais, parce que nous on dit le Pentagone, mais c'est le ministère de la guerre. Hein. Alors on a d'abord la citation du tweet de notre cher Donald, et en dessous la description de la page. Et c'est déjà intéressant. En réponse à la directive du président Donald Trump visant à assurer la transparence concernant les informations du gouvernement américain relatives aux phénomènes anormaux non identifiés, entre parenthèses UAP. Ah oui, alors en parlant de parenthèses, hein, maintenant je vois de plus en plus de gens ne plus parler d'OVNI, mais d'UAP. UAP, c'est l'équivalent anglophone de PAN, phénomène aérien non identifié. Mais surtout, UAP, ça fait militaire. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les chasseurs de fantômes ne parlent jamais de fantômes, mais de présence, de manifestations spectrales ou je sais pas quelle autre connerie? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi ils font ça? Parce qu'au fond d'eux, ils savent que chasser les fantômes c'est ridicule, et ça crée une dissonance difficile à assumer. Alors ils trouvent d'autres noms. On va dire les êtres de l'Inde. Les êtres de l'Inde, c'est plus facile que de dire extraterrestre, parce que extraterrestre, vous allez déjà être tombé. Ou être lumineux, vous êtes tombé aussi. Être de l'Inde, on en est des êtres de l'Inde, sauf qu'on sait pas tout. Dites simplement des êtres d'une autre dimension, voilà, de la 5e, 6e, 7e. Eh ben les UAP c'est pareil. Les ufologistes du dimanche savent au fond d'eux-mêmes que courir après les ovnis, ça va les rendre ridicules s'ils en parlent autour d'eux. Mais comme personne connaît la signification d'UAP, eh ben ça fait sérieux. Un UAP, ça sonne comme un truc high-tech, genre la dernière machine secrète de chez Northrop Grumman, tu vois, leur UAP de... Sauf que non, UAP, c'est juste la version anglaise du PAN, qui est elle-même la version moderne de OVNI. À un moment, si tu cherches des extraterrestres, assume de chercher des extraterrestres et arrête de te cacher derrière des mots abscons pour noyer le fait que tu sais toi-même que ton obsession est ridicule. Parce que si au fond de toi-même, tu n'arrives pas à assumer ça devant des gens, c'est que tu sais que c'est con et que t'as pas d'argument solide pour défendre ta cause. Non, parce que si moi, je voyais un fantôme, un vrai, façon Casper ou avec le drap blanc et tout, ou même pas d'ailleurs, mais que j'avais l'intime conviction que c'est bel et bien l'âme de quelqu'un de mort, j'assumerais le terme fantôme à 200%. Genre, j'ai vu un fantôme. Par contre, c'est sûr qu'une simple porte qui claque et un détecteur de réseau Wi-Fi qui crépite, ça rend le truc plus compliqué à assumer, alors faut parler de forme spectrale pour pas passer pour un con. Eh ben les UAP c'est pareil.
quand vous venez me parler d'UAP, j'ai juste l'impression de lire des mecs qui assument pas de croire à E.T. À un moment, assumez les vaisseaux extraterrestres. Ou bien prenez du recul sur vos croyances, je sais pas moi. Vous cherchez des vaisseaux extraterrestres. Bon, mais reprenons. Le département de la guerre, avec le soutien du bureau du directeur du renseignement national, supervise des efforts à l'échelle de l'ensemble du gouvernement afin de rechercher, examiner, identifier, déclassifier et rendre public, aussi rapidement que possible, les dossiers et documents historiques non résolus liés aux UAP en possession du gouvernement fédéral. Bon, vous allez voir que pour eux, UAP, ça a une autre signification beaucoup plus terre-à-terre. Il s'agit d'une entreprise historique et sans précédent qui nécessite une coordination entre des dizaines d'agences ainsi que l'examen de dizaines de millions de documents dont beaucoup n'existent qu'au format papier couvrant plusieurs décennies. Compte tenu de l'ampleur de cette tâche, le département de la guerre publiera progressivement de nouveaux documents à mesure qu'ils seront découverts et déclassifiés avec de nouvelles séries mises en ligne toutes les quelques semaines. Autrement dit, on n'a pas fini d'en entendre parler. Mais je vous préviens, je ferai pas une vidéo à chaque fois, parce qu'à un moment, à moins de parler de physique quantique, j'ai pas prévu de série de vidéos dédiées au vide. Alors bon, qui sait, il y aura peut-être des trucs un peu plus impressionnants que ce qu'on a là, mais ça sera toujours des trucs flous non identifiés. Et donc, les documents archivés ici concernent des cas non résolus, ce qui signifie que le gouvernement est incapable de déterminer de manière définitive la nature des phénomènes observés. Et là, on tient le truc important. Mais aucun des pignoufs qui est venu m'emmerder n'a pris le temps de lire ce putain d'en-tête. Cela peut se produire pour diverses raisons, notamment un manque de données suffisantes. Autrement dit, il y a un truc qui vole devant la caméra thermique de notre drone et on n'est pas sûr c'est quoi, donc comme on sait pas c'est quoi, c'est un phénomène aérien non identifié, soit un beau pan. Mais le fait qu'on sache pas ce que c'est ne présage en rien de sa nature extraordinaire. Je vais même vous dire, la plupart du temps, ce genre d'observation ne mène même pas à une enquête. On a un truc, on sait pas c'est quoi et tant pis. Comment je le sais ? Future vidéo sur le tic-tac. Le script est prêt, mais je cherche encore un joli décor. Et si les documents sont classés, c'est pas parce que le phénomène est sensible, c'est parce que l'image, dans sa globalité, l'est. Le point commun de toutes ces images, c'est leur caviardage, parfois très important. C'est ça qui est classifié pour le gouvernement américain, pas les points blancs. Donc, quand un drone rentre de mission avec une image de point blanc, on range l'image dans un coin et elle est classée non pas parce qu'il y a un point blanc, mais parce que l'image est bardée d'infos sensibles. Et on s'emmerde pas à la caviarder pour la diffuser. On la classe et c'est tout. Vous savez quoi ? Anecdote personnelle. Non, d'abord, finissons le texte. Le département de la guerre accueille favorablement les analyses, informations et expertises provenant du secteur privé. Le Department of War continuera à produire séparément des rapports sur les cas d'UAP résolus, conformément aux obligations prévues par la loi. Sous cette administration, nous poursuivrons la vérité et partageons nos conclusions avec le peuple américain. Bon, voilà. Et donc, anecdote personnelle. Avec un S. Durant ma carrière de youtubeur, j'ai été amené à voir et entendre des choses classifiées et même à manipuler des fichiers contenant des infos classifiées. Et je parle pas de vidéos de debunk d'OVNI où je montre des documents américains déclassifiés, non. Je vous parle de documents et d'informations pour lesquels j'aurais des emmerdements si je les révélais. Exemple, le reportage sur le télescope SOFIA. Quand on est entré dans les installations de la NASA, on est littéralement passé devant des avions qu'on avait interdiction formelle de filmer. Et les mecs s'en assuraient en ne nous lâchant jamais d'une semelle. Mais bon, vous me connaissez, moi quand on me dit de pas filmer, faut au moins que je demande pourquoi. Et là, le mec a été transparent. Bon, déjà, les avions en soi, je peux vous le dire, c'était rien que vous n'ayez déjà vu. Et je peux vous dire aussi que le mec nous a dit qu'il testait là-dessus des capteurs et autres appareils d'imagerie très sensibles, autrement dit du matos qui peut servir à l'espionnage. Et fallait surtout pas que des images de ça circulent sur Internet, simplement pour éviter tout risque de rétro-ingénierie de la part du camp d'en face. Voilà. Les infos classifiées en général, c'est ça. Autre exemple, lors de mon reportage à Istres, quand j'ai filmé les rafales d'essai en vol, on m'a clairement demandé de ne pas filmer certains armements embarqués. Ou pas embarqués d'ailleurs, il y avait certains jolis jouets entreposés au sol aussi. Qu'il fallait pas filmer. Et honnêtement, moi j'avais pas l'impression d'avoir vu là des choses que j'avais pas déjà vues ailleurs dans des documents publics. C'est ce que j'ai dit. Et on m'a répondu, oui. Mais principe de précaution. Donc si je me pointe en vous disant juste que j'ai vu des armes classifiées, ça vend du rêve, Mais si je vous dis que vous les avez déjà vues aussi et qu'elles ont même leur page Wikipédia, mais que c'est classifié juste par précaution, tout de suite c'est moins vendeur,
Idem à Toulouse, on a tourné des plans pour la vidéo sur le parachute automatique et quand j'ai envoyé la vidéo pour vérification, on m'a fait virer plusieurs images de prototypes qui étaient dans l'arrière-plan et qui sont classifiées. Et si je vous dis prototype classifié, ça doit probablement vous mettre des étoiles dans les yeux et pourtant j'y étais et je peux vous dire, j'en ferais même pas un short. Hein. Genre, je sais pas moi, c'était pas ça, hein, mais imaginez un nouveau modèle de pneu. Et pas un pneu du turfu, hein, un pneu. Sauf que quand t'as bossé dessus pendant 6 mois, t'as pas envie que les Chinois le copient à partir d'une vidéo YouTube. Ça et tous les autres trucs que j'ai pu voir et que je peux même pas vous raconter parce que ça serait déjà trop en dire. Mais donc, pour avoir eu sous les yeux des trucs et des infos classifiées, les gars, franchement, on n'est pas dans X-Files, hein. Alors, je doute pas qu'il doit exister des trucs croustillants, hein, mais 99%, si ce n'est plus, des trucs classifiés, c'est chiant comme la pluie. Et ça l'est juste pour pas que les gars d'en face essayent de copier. Donc, je vois bien l'effet que le simple mot « classifié » a sur les gens. Mais sérieusement, c'est juste un fantasme de plus. Ces images-là, elles sont uniquement classifiées à cause des infos du drone et de la caméra qui s'affichent dessus. Et là, ils doivent faire l'effort de les prendre une par une et de les caviarder. Mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est du niveau, c'est un ballon ou un drone, mais on n'est pas 100% sûr, et de toute façon, on s'en fout, donc dans le doute, c'est non identifié. Point. Et donc, allons les voir, ces fichiers. Il y en a 158 et on commence avec des PDF. Bon, c'est pas aussi vendeur qu'une vidéo, mais allons voir. Alors bon, déjà, soyons honnêtes, rien que le dossier y vend du rêve. Hein. On voudrait en faire un pour un film qu'on n'aurait pas mis plus de tampons dessus. Première page, pareil, putain, c'est raturé, souligné, tamponné, signé dans tous les sens, un truc de fou. Et donc ça date de 1966 et c'est une suite de documents divers sur les soucoupes volantes. Alors, je rappelle juste, 66, pleine guerre froide, et à ce moment-là, le FBI veut savoir s'il existe, oui ou non, une menace pour les États-Unis. Notamment si elle vient du RSS. Donc ouais, c'est légitime de se poser la question. Et ouais. Bon, donc c'est 184 pages de merde en tout genre et de correspondance courrier. Bon, je vais ni lire ni analyser ça. Vous savez pourquoi ? 400 millions de connexions sur ce site les premières 24 heures. Donc, juste... je veux dire, vous imaginez le nombre de gens qui sont venus diguer dans ces documents ? Si à l'heure où j'écris ces lignes, personne, nulle part, n'a encore révélé le gros truc qu'il y aurait là-dedans, je vois pas pourquoi je me farderais des semaines de lecture de ça. Si j'ai jamais lu Madame Bovary parce que c'était trop chiant, je vais pas lire des échanges de courriers du FBI sur des fermiers du Nebraska qui ont vu des lumières dans le ciel. Promis, si un truc sort, j'en parlerai. Mais s'il y avait quelque chose là-dedans, ça serait déjà sorti. Allez, on passe ça et on va directement à ce qui nous intéresse. Ah, quoique, non, attendez, deuxième page, lieu orbite basse, source NASA. Allons voir. C'est une retranscription d'un échange radio avec Gemini 7. On a Borman qui dit « on voit un boogie ». Alors, juste un boogie, c'est pour dire qu'on voit un truc. Littéralement un truc, hein. Pas un engin, ni un avion, ni un vaisseau. La traduction de boogie, c'est crotte de nez. On voit un truc. Et donc Houston de demander en retour si c'est leur booster qu'ils ont largué auparavant ou un phénomène naturel. Et Borman de répondre « on a des débris ici, il s'agit d'une observation réelle ». Genre pas un reflet sur la vitre ou une alu, quoi. Et donc ils échangent comme ça un moment, Lowell dit qu'il y a plein de particules qui flottent autour du booster qu'ils ont en visuel, ils essayent d'estimer la distance au doigt mouillé, bref... des trucs qui brillent dans l'espace. Allez, next. Ah non, attendez, il y en a un autre là. What should we prepare for? Ça, c'est du titre qui croustille. Bon, donc c'est Carole qui dit à Dan dans une lettre qu'elle aimerait bien dîner avec lui et sa femme dans la semaine, et elle lui joint la note manuscrite d'un acteur qui lui recommande le rapport Cometa. Bon, 2 secondes sur le rapport Cometa. Je vais citer Pierre Lagrange dans OVNI, ceux qui ne veulent pas que vous sachiez. Nous n'avons pas ici un rapport issu de spécialistes du renseignement et de l'analyse militaire, mais de personnes dont le hobby consiste à faire de l'ufologie et qui voudraient se donner une respectabilité en étalant le fait qu'ils sont par ailleurs ingénieurs et militaires de carrière. Allez, c'est bon, next. Page 3, une vidéo de Gemini 7. Since then, we have
dubbed the tape off the master tape here in the control center, and we are now prepared to play it for you. Ah bah non, raté, c'est l'audio transcrit précédemment. Next. Bon, les PDF, la barbe, hein. Je l'ai dit, s'il y avait un truc à trouver, ça serait déjà fait. Ok, page 10, on a enfin des vidéos, alors voyons ça. Moyen-Orient, 2020. Waouh! Je suis estomaqué. Next. Moyen-Orient, 2020. Next. Toujours Moyen-Orient, 2020. Bon, une autre. Afrique du Sud, 2025. Encore une autre. Amérique du Nord 2026, il est tout frais celui-là. Ok, bon. Les caméras thermiques. Non, pas les caméras thermiques, les caméras normales d'abord. Ouais, on va parler de caméras thermiques, mais d'abord, on va parler de caméras tout court. Dans une caméra, vous avez... On le voit, oui, un capteur constitué d'un maillage très fin de photocites qui émettent des électrons quand ils reçoivent des photons. Ces photocites ne font pas la distinction entre les différentes longueurs d'onde des photons, des infrarouges proches aux ultraviolets. Donc plus un truc est lumineux, plus il apparaît blanc et vice-versa. Mais ces capteurs voient donc aussi un peu les ultraviolets, mais aussi et surtout beaucoup les infrarouges proches. Donc on leur met un filtre qui les bloque. Mais à ce stade-là, votre image c'est toujours du noir et blanc, c'est-à-dire une information de luminance. Plus c'est lumineux, plus ça apparaît blanc, mais sans considération pour la couleur. Pour avoir des informations de couleur, on met un autre filtre qu'on appelle une matrice de Bayer, et il faut 4 photocites pour faire un pixel de couleur. Vous avez alors une information de chrominance. De couleur. Bon, mais à ce stade-là, avec juste un capteur, la lumière, elle vient de partout, donc elle ne dessine pas d'image. Il faut lui adjoindre un objectif. Objectif qui lui va focaliser la lumière et permettre de dessiner une image sur le capteur. Cet objectif, ça peut être une série de lentilles en verre, soit une poignée dans le cas d'une focale fixe, soit beaucoup plus, jusqu'à plusieurs dizaines pour un zoom. C'est-à-dire un truc qui permet de varier l'angle de champ. Oui, un zoom, c'est pas un truc qui grossit. Un zoom, ça change de grossissement. Mais ça peut aussi changer de grossissement en grand angle. Quand vous grossissez l'image, ça s'appelle un téléobjectif. Et un téléobjectif peut aussi être un zoom. Mais bon, ce dont il faut se rappeler, c'est qu'un zoom, ça contient plus de lentilles, donc c'est plus cher et plus complexe à fabriquer. Une alternative au zoom, c'est de monter plusieurs objectifs sur votre caméra et d'en changer à la volée. Ça permet pas de faire de jolies transitions zoomées, mais pour une caméra militaire, on s'en fout. Et ça permet de réduire le prix et d'augmenter la fiabilité. Parce qu'un zoom, c'est complexe et fragile. Ces lentilles, elles sont en verre, et le verre n'est jamais parfaitement transparent. Il lui arrive de générer des reflets qui vont et viennent dans le circuit optique quand une source lumineuse intense se trouve en face de l'objectif. C'est ce qu'on appelle le phénomène de lens flare qui nous renseigne sur le nombre de lentilles qu'il y a dans l'objectif. Plus il y a de lentilles, plus le flare est complexe. Option numéro 2, à la place des lentilles en verre, vous pouvez avoir un jeu de miroirs. On parle alors de réfracteur ou de télescope. Ça, en général, on le fait quand ça devient trop cher de fabriquer des lentilles. Parce que le verre, c'est lourd, ça met des semaines à refroidir dans le four où on les fabrique, ça crée des aberrations chromatiques qui dégradent la qualité d'image, bref, au-delà d'un certain diamètre, on préfère des miroirs. Mais pourquoi a-t-on besoin de faire des grosses lentilles en premier lieu? Parce qu'à cause des lois de la physique quantique, la lumière, qui est une onde, se diffracte quand elle passe dans un trou. Et plus ce trou est petit, plus la diffraction est forte et votre image floue.
Donc plus vous voulez voir de petits détails, parce que votre objet est petit, loin ou les deux, plus vous avez besoin d'un gros objectif. Les gros objectifs et les gros télescopes, c'est pas un concours de bits. Ou du moins pas que, c'est une nécessité pour résoudre les petits objets. Et donc, mon télescope. Parmi les nombreuses formules optiques qui existent, certaines nécessitent la présence d'un miroir frontal, soutenu par ce que l'on appelle une araignée. Un Newton basique a une araignée à 4 branches, donc par effet de réfraction, il fait 4 aigrettes sur les objets lumineux. Le télescope James Webb a une araignée à 3 branches, il fait donc 6 aigrettes sur les objets lumineux. Bon, ça c'est pour les caméras en lumière visible. Maintenant, parlons de l'infrarouge. Vous avez d'un côté les infrarouges proches, invisibles à l'œil mais visibles pour les capteurs dépourvus du filtre infrarouge dont je vous ai parlé à l'instant, et en gros ce sont les caméras de surveillance. Elles ne sont pas capables de fournir des informations de couleur que vos yeux ne peuvent de toute façon pas voir puisque ce sont des nuances d'infrarouge, donc elles représentent le monde en noir et blanc, c'est-à-dire en information de luminance. Plus c'est clair, plus ça émet ou reflète des infrarouges. Mais les infrarouges proches, c'est une représentation du monde encore très semblable à la lumière visible. L'imagerie thermique, ce sont les infrarouges lointains. Et là, le monde devient nettement plus étrange puisque ce que la caméra vous représente, ce sont des informations de rayonnement calorifique. De la chaleur, quoi. Mais basiquement, une caméra thermique, c'est comme une caméra normale, sauf qu'à la place du réseau de photosites sensibles à la lumière visible, on met des capteurs qui sont sensibles au rayonnement infrarouge. En résumé, des bolomètres. Les bolomètres, on s'est fabriqué ça depuis la fin des années 1800, et les caméras thermiques, c'est absolument rien de plus sorcier que ça. Pourtant, si vous avez déjà maté le prix d'une caméra thermique en ligne, vous avez remarqué que ça coûte une couille. Pourquoi ? Parce que les infrarouges lointains ne passent pas à travers le verre. Ah oui, c'est chiant quand c'est avec ça qu'on fabrique les objectifs, hein. Donc les objectifs de caméra thermique sont fabriqués en germanium, un métalloïde qui a la particularité de bien laisser passer les rayonnements infrarouges lointains. Sauf que le germanium, c'est rare, et à 20 000 € le kilo, il explique à lui tout seul le prix des caméras thermiques. Mais comme en plus les infrarouges lointains ont des longueurs d'onde beaucoup plus grandes que la lumière visible, le phénomène de diffraction est encore beaucoup plus fort, et toute chose égale par ailleurs, une caméra thermique donnera toujours une image plus floue que son équivalent en lumière visible. Donc si vous voulez une image raisonnablement nette, vous devez construire un gros objectif avec de grandes quantités de germanium qui coûtent la peau des couilles. L'alternative, c'est d'utiliser un télescope. Sauf que l'aluminium ou l'argent qui recouvre les miroirs ne reflète pas bien les rayonnements thermiques. Pour ça, il vous faut un miroir en or. Sauf que là, bon, vous n'avez pas besoin d'or massif, une fine couche suffit, exactement comme pour le télescope James Webb. Donc l'un dans l'autre, l'or a beau être presque 7 fois plus cher que le germanium, bah pour les grands diamètres, ça reste quand même une meilleure solution. Et maintenant, que représente l'image d'une caméra thermique ? Non, pas la température. La quantité de rayonnement. Une caméra thermique n'est pas capable de vous donner la température d'un objet, uniquement la quantité de rayonnement sans distinction non plus pour la longueur d'onde de celui-ci. Mais il se trouve que quand un corps noir émet un rayonnement, il n'émet jamais une seule longueur d'onde. Et il existe une corrélation entre sa température, la longueur d'onde qu'il émet le plus, et à quel point il l'émet. C'est ce qu'on appelle la courbe de Wien. Et à partir de l'extrapolation de ces infos, on peut en déduire des températures. Mais basiquement, la caméra thermique nous montre juste ce qui émet le plus de rayonnement, sans distinction de longueur d'onde. Ensuite, comment ça se lit ? Eh ben déjà, il y a un piège. Bien que vous puissiez voir des images en dégradé de fausses couleurs, les images militaires sont le plus souvent en noir et blanc. Mais le blanc peut aussi bien représenter le chaud que le froid. Ça dépend du réglage utilisé par l'opérateur parce que l'un ou l'autre peut présenter de meilleurs contrastes selon la situation. On utilise l'imagerie thermique parce que ce qu'on cherche à observer dans un cadre militaire, à savoir les gens ou les véhicules, en général c'est plus chaud que l'environnement. Donc vous avez, en général, affaire à une image très peu contrastée, pas toujours facile à lire, mais au milieu de laquelle les infos importantes pour vous se dégagent nettement. Mais parce qu'il s'agit toujours de lumière, celle-ci est soumise au même phénomène de réfraction ou de diffraction. Donc les artefacts visuels que vous avez sur une caméra en lumière visible, eh ben vous les retrouvez sur une caméra thermique. Et sachant ça, aucune de ces vidéos n'est plus vieille que 2013, année de sortie du DJI Phantom.
Donc sur tout ce qui est plus récent, on se doit de soupçonner la possibilité qu'il s'agisse bêtement d'un drone. Et histoire de vous faire une démo, voilà ce que ça donne en infrarouge. Un drone, ça chauffe à donf, et considérant la basse résolution des images thermiques, même sur le matériel militaire, en dehors d'informations complémentaires, on ne peut pas exclure la possibilité qu'un point à l'image soit juste un drone. Mais comme un point, c'est juste un point, on ne peut pas le conclure définitivement. Et c'est ce que se garde de faire le Pentagone, qui en conclut donc que ce n'est pas formellement identifié. Mais ne confondez pas de la prudence avec un aveu de présence de vaisseaux extraterrestres. Mais pour autant, tous ces points ne sont pas des drones. Exemple avec cette vidéo qui a beaucoup tourné, Indopacom 2024. Sur cette image, le noir semble représenter le chaud, donc ce point blanc est froid. Ce n'est donc pas un drone. Comment expliquer alors qu'il slalome ainsi entre les éoliennes? C'est simple, il ne le fait pas en fait. Cette image semble provenir, comme plein d'autres d'ailleurs, d'un MQ-9 Reaper. Ce truc-là. Le mouvement apparent du point à l'image s'explique par le fait qu'il ne soit pas verrouillé par l'opérateur, mais suivi manuellement. En effet, Mike West a fait l'expérience, et quand on stabilise l'image, on se rend compte que la trajectoire du point blanc est linéaire par rapport aux éoliennes, et que c'est la caméra du drone qui bouge. Pire, il ne passe pas derrière, une analyse frame par frame montre qu'il passe devant. Conclusion, il s'agit d'un objet froid qui se trouve en altitude entre les éoliennes et le drone espion, drone qui, de par son mouvement, crée aussi une parallaxe. Donc l'objet en lui-même ne bouge pas autant ou aussi vite. C'est le mouvement du drone espion qui crée cette illusion. Nous avons donc probablement affaire là à un ballon. Quel genre de ballon? Espion? Météo? Amateur? Impossible de le dire sur la base d'un point. Donc c'est quasi sûr un ballon, mais 99% c'est pas 100, et on sait pas quoi comme ballon. Donc c'est volant et non identifié. Donc un ovni. Mais encore une fois, un objet volant non intéressant. Et ce qui est sensible dans cette vidéo, au point de la classifier, c'est pas le point blanc. C'est les informations de vol du Reaper. Allez, une autre. Amérique du Nord 2026. Celle-là aussi elle est fraîche. Ici, le blanc représente le chaud, donc je sais que c'est tentant d'y voir deux lumières dans la nuit, mais attention, le thermique ça marche de nuit comme de jour. Avec le contraste inversé, ça donne ça. Cette vidéo ne nous donne aucune information sur l'heure où elle a été faite. Mais en regardant ne serait-ce qu'un peu, on voit bien à l'arrière de l'objet une traînée de condensation. Ça, jeunes gens, c'est un ou plusieurs avions, et les points blancs, ce sont leurs tuyères. Mais quoi comme avion? Militaire? Espion? Civil? On ne sait pas. Donc c'est non identifié. Et donc un OVNI. OVNI, c'est un acronyme fourre-tout qui en lui-même ne permet pas de juger de la qualité d'un objet, pas plus que de son extraordinarité. C'est pour ça que j'insiste toujours sur le vaisseau extraterrestre. Et là encore, c'est pas classifié à cause des points blancs, mais à cause du système d'imagerie utilisé. Et bon, peut-être aussi parce que si ceux ou ces avions ont violé par exemple un espace aérien, ceci pourrait constituer une information sensible. Du peu qu'on en sache, ça pourrait bien être une caméra de base aérienne interdite de survol, et l'avion avait pas de transpondeur. L'info est chiante à divulguer. Donc c'est classifié. Mais évidemment, c'est pas là-dessus que vous m'attendez sur celle-là. Moyen-Orient 2013. Ici, le noir représente du chaud. On peut voir l'opérateur utiliser plusieurs niveaux de grossissement, mais la caméra ne semble pas avoir de zoom. Entre chaque plan, on voit une transition dégueulasse qui ressemble fort à un pivotement de roue d'objectif. Et ce, jusqu'à arriver au grossissement le plus fort qui nous représente une étoile à 8 branches. Ce sont des aigrettes. Ce sont des aigrettes, le plus probablement dues à la présence d'une araignée dans le circuit optique. Comment j'en suis si sûr? À cause de ça. Ça, c'est un lens flare, et ça nous renseigne sur deux choses. 1, il y a une lentille dans le circuit optique, et 2, l'objet est très chaud, donc très lumineux pour la caméra, au point de générer un flare. Et si tu génères un flare, tu peux pas
ne pas générer d'aigrette sur une araignée. J'ai bien essayé de générer un flair sur la mienne, mais j'ai rien d'aussi chaud qu'une tuyère. Donc on est là face à un truc très chaud, vu par une caméra très sensible. Donc les aigrettes sont inévitables. Alors il est possible qu'elles soient dues non pas à une araignée, mais à un diaphragme fermé. Sauf qu'un diaphragme fermé, ça fait des aigrettes qui ont toutes la même longueur. Là, ça ressemble plus à une araignée dans le circuit optique. Alors, exemple avec ce que j'ai de plus proche, un caméscope avec un diaphragme à 8 lames. Si je passe l'image en noir et blanc et en négatif et que j'éblouis le capteur avec une lampe torche, ça donne ça. Alors, j'ai malheureusement pas de télescope qui me permette de faire l'expérience. Mais à ce stade-là, j'ai aucune raison de considérer qu'il s'agisse d'autre chose. Et comme l'info est classifiée, on ne connaît pas le modèle de la caméra et donc on ne connaît pas son circuit optique. Donc certes, je peux pas le prouver de manière définitive, mais vous pouvez pas non plus prouver l'inverse. Par contre, moi, j'ai une explication qui tient la route. Et ce truc est donc tout probablement un missile qui s'éloigne de la caméra, à peu près dans l'axe de celle-ci, ce qui explique son mouvement apparent, et le fait qu'il rétrécisse peu à peu en s'éloignant. On est en 2013 au Moyen-Orient. Un missile tiré par on sait pas qui et détecté par les ricains, ça me paraît tout sauf improbable. Et comme c'est tiré par on sait pas qui, c'est non identifié, donc c'est un ovni. La traînée qu'il semble laisser est peut-être bien réelle, dans quel cas c'est juste une traînée, mais je soupçonne que ça puisse être aussi un artefact du capteur. En effet, une caméra thermique, ça capte la chaleur en chauffant. Mais j'ai pu faire l'expérience moi-même en tournant un short sur les longueurs d'onde, qu'une caméra thermique, ça peut générer une certaine persistance d'image quand le capteur reste chaud. Simplement en filmant une résistance d'appareil à raclette à 1,50 m de distance, donc trop loin pour se brûler et même pour ressentir la chaleur, je me suis retrouvé avec une image fantôme sur mon capteur pendant plusieurs minutes. Image qui représentait une fausse information de froid. Or, dans cette vidéo, l'objet est très très chaud, comme par exemple la tuyère d'un missile. Donc est-ce que cette traînée est la traînée du missile? Peut-être, mais je comprends pas pourquoi elle est froide. Sauf si c'est un effet de persistance du capteur. Effet de persistance dont on sait que ça existe. Donc cette image a beau avoir fait le tour des médias, je suis désolé, j'y vois rien d'extraordinaire. Bon, mais il y a des photos aussi, allons voir ça. Page 11. FBI 2025, pas de lieu. Je sais même pas quoi dire. Dites, les mecs qui croyaient à ça, franchement, ce genre de merdouille en noir et blanc, ça vous convainc? Non, parce que j'ai encore des demi-habiles qui viennent m'expliquer que le phénomène ovni... Non, pas le phénomène ovni, pardon. Le phénomène des UAP est réel. Donc, vous venez m'attraquer que le fait que des gens voient des choses qu'ils n'arrivent pas à identifier est vrai. Ok. En quoi ça nous putain d'avance sur l'existence ou non de visites extraterrestres, bordel de merde? Sérieusement, ça pour vous, c'est une preuve de quoi que ce soit? C'est une vraie question, hein. Si un mec vous dit qu'il croit pas aux visites extraterrestres, vous lui sortiriez ça et vous vous diriez que c'est convaincant? Franchement, ça reviendrait à vouloir faire tenir l'existence d'une vie après la mort pour vrai sur un témoignage de porte qui claque toute seule un soir venteux. L'affirmation de l'existence de visites de vaisseaux extraterrestres est une affirmation extraordinaire. Elle n'entre pas dans le paradigme de nos connaissances. Donc, elle demande des preuves à la hauteur de l'affirmation. Donc, un drone espion qui voit un point sur sa caméra thermique, ça n'est pas une preuve suffisante. C'est pas une preuve du tout d'ailleurs, parce que 1000 phénomènes prosaïques peuvent l'expliquer. Et par pitié, arrêtez avec l'hypocrisie des UAP. Vous cherchez des vaisseaux extraterrestres. Arrêtez de faire semblant de vous intéresser aux prototypes de drones ou de ballons chinois ou russes. Vous ne trompez que vous. Est-ce que les Russes et les Chinois tentent d'espionner les Ricains? Oui. Est-ce qu'ils ont du matos pour ça? Oui. Est-ce qu'on s'en fout? Oui. Ou pas d'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'une chaîne tout entière dédiée à ça, hein. Mais une chaîne sur l'espionnage. Or, on sait, vous et moi, que c'est pas ce que vous cherchez.
Donc arrêtez de tortiller du cul pour chier droit. Un point blanc sur une caméra thermique, c'est rien d'extraordinaire. Et le Pentagone n'a jamais dit que c'était plus qu'un truc pas formellement identifié. Donc évidemment, le dit Pentagone va continuer à diffuser des trucs à l'avenir, mais... bon sang, je m'attendais à un peu mieux quand même. Je m'attendais pas à E.T. qui mange une glace dans la zone 51, mais franchement, ça... je vous le dis, hein, il faudrait vraiment qu'à l'avenir, ils sortent un truc incroyable pour que j'en reparle. Parce que là, c'est le niveau 0 de l'ufologie. Donc comme d'habitude, hein, on attend toujours la preuve de visite extraterrestre sur Terre. Je maintiens ce que j'ai toujours dit, hein, ça serait une excellente nouvelle. Mais pour le moment, on est toujours isolé sur un caillou au milieu d'un univers froid et stérile. Et donc forcément, ça, oui, c'est flippant. Donc, je comprends que ça puisse pousser des gens à chercher refuge dans des idées plus rassurantes. Mais, comme je le dis aussi toujours, mieux vaut une vérité crue qu'un mensonge qui rassure. Levez les yeux au ciel, soyez astronomiques et à la revoyure.